Ma petite, on m'a dit que tu étais ravie de ton appartement. Je suis tellement heureux que tu t'y sentes bien. Mon grand-père souriait de toutes ses dents en levant son verre, comme si nous vivions simplement un autre de ces déjeuners familiaux chaleureux. L'air s'est figé. Je me suis arrêtée, le verre de jus encore à moitié levé. Le jus de poire m'avait glissé dans la gorge comme une pierre. Toute la famille me fixait. La lèvre maquillée de ma mère s'était entr'ouverte dans un étonnement muet. Ma sœur avait relevé les yeux de son téléphone, et mon père laissa tomber sa fourchette. Elle tint contre l'assiette en porcelaine. Je sentais le sang battre dans mes tempes, tandis que le silence devenait de plus en plus lourd. J'ai baissé les yeux, essuyé mes mains sur la serviette posée sur mes genoux, puis regardé mon grand-père. « Je vis dans un sous-sol », murmurai-je. Son sourire s'éteignit. « Comment ? Je n'ai jamais eu d'appartement, aucun, » dis-je plus fort. Ma voix restait calme, posée. Je ne comptais pas pleurer. Pas maintenant. Pas après tout ça. Le silence s'est fracassé comme un nuage d'orage. Je l'ai senti jusque dans mes os. « De quoi parles-tu » demanda mon grand-père en clignant des yeux lentement, comme dans un rêve. La pièce sembla se décaler autour de moi. Ma mère tendit la main vers sa tasse de café. Ses doigts tremblaient, une goutte déborda. Ma sœur resta figée, la bouche entr'ouverte. Mon père toussa et attrapa son verre d'eau, comme si quelque chose était coincé dans sa gorge. Sans doute la vérité. Je les regardais tous. « Tu ne m'as jamais rien envoyé, grand-père » répétai-je d'une voix douce mais ferme. Je vis dans un sous-sol sans fenêtre depuis 3 ans. Le seul cadeau que j'ai reçu de cette famille en 10 ans, c'est le silence. « Attends !» Mon grand-père recula légèrement sur sa chaise. « J'ai versé un acompte à ton père. Il y a 3 ans. Il m'a dit qu'il t'avait préparé une surprise après ton diplôme. » Ma bouche était sèche. Un froid glissa le long de ma colonne, mais je m'obligeai à respirer. Mon père pâlit. Son visage devint couleur de cendre. Ma mère se tourna vers lui lentement. « Tu m'avais dit que tu l'avais aidé à trouver un joli petit appartement au centre, » murmura-t-elle d'une voix tendue. « Papa ?» Je plongeai mon regard dans le sien. Il s'agita sur sa chaise. « Je comptais. »« Non, » le coupai-je. « Tu comptais les garder pour toi. » Quelqu'un autour de la table renifla. Mon grand-père se renversa légèrement en arrière, ses lèvres s'étaient pincées et ses jointures blanchies montraient par la tension. Comme si on l'avait frappé en plein ventre. Je me redressai. Ma voix était dure, tranchante. « Tu me disais de travailler plus, d'arrêter d'espérer des aumônes. Pendant tout ce temps, tu me laissais laver les sols chez les autres, alors que tu brûlais l'argent qui aurait dû me servir de départ. » L'air devint toxique, épais, étouffant. Il vibrait de mots qui n'oseraient pas sortir. Je me levai. Mes mains tremblaient, mon cœur battait comme un tambour. Je n'avais pas l'intention d'aborder ce sujet. Mais puisque nous sommes tous réunis, peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire semblant? Et je suis partie. Derrière moi, des chaises grincèrent. Quelqu'un se leva maladroitement. Je ne me retournai pas. Le couloir du restaurant Le Cèdre Blanc était calme, mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Je sentais sur moi leur regard, le choc, la culpabilité, la gêne qu'ils avaient depuis longtemps méritée. Je ne pleurais pas. Cette fois, non. En arrivant au parking, j'entendis des pas rapides derrière moi. « Ariane, attends !» appela mon grand-père. Je me retournai. Il semblait plus âgé qu'il y a 20 minutes. Son sourire avait disparu, remplacé par une douleur que je ne lui avais pas vue depuis des années. Une vraie, profonde tristesse. « Tu n'as vraiment jamais reçu l'appartement ?» Je secouai la tête. « Je loue un sous-sol chez une femme qui fume tellement que ses murs en sont jaunis. J'ai la chaudière juste à côté de mon lit. Je paie en liquide. Elle n'a confiance en aucune banque. Et je dîne par terre si souvent que j'ai arrêté de compter. » Il avala difficilement sa salive. « Ton père disait que tu ne voulais pas d'aide, que tu voulais être indépendante. » Je pris une profonde inspiration. Je lui ai demandé une fois un contact d'employeur. Il m'a répondu, je cite, « Va retourner des steaks dans une enseigne de burgers.
Ça te fera de l'expérience. Les yeux de mon grand-père s'abaissèrent. Il disait que tu étais ingrate, que tu avais emménagé dans l'appartement de tes rêves et que tu n'avais même pas dit merci. Je laissai échapper un rire amer. Je ne savais même pas pourquoi j'aurais dû le remercier. Il passa une main sur son visage et poussa un long soupir. Je lui ai fait confiance. Je ne dis rien. Le silence dura. Je ne cherchais pas à le rompre. Puis il prononça ce que je n'aurais jamais imaginé entendre. Je veux tout réparer. Je croisai les bras. Comment ? Je veux voir où tu vis. Je relevai brusquement la tête. Pourquoi ? Parce que si tout est vrai, et je te crois, alors il nous a trompés tous les deux, et je ne laisserai plus personne me mentir. Le soir même, je l'ai emmené chez moi. Il ne parlait presque pas, tandis que nous montions les marches abîmées, menant à la porte du sous-sol. L'ampoule au-dessus de nous clignotait pendant que je cherchais mes clés. L'odeur de tabac froid et d'humidité me heurta au nez. Je m'écartai. « Bienvenue dans mon palais !» Il entra, observa lentement. Un canapé de brocante, une étagère bancale, des auréoles sur les dalles du plafond, un petit lit coincé entre la machine à laver et le mur. Quelques secondes, son visage resta impassible. Puis, il s'assit sur le bord de mon lit et expira comme si tout son intérieur s'effondrait. « Tu vis ici ?» J'acquiesçai. « Depuis que j'ai fini l'université. » Ses yeux se remplirent d'eau. Il disait qu'il avait mis le reste de côté pour ton mariage. À l'époque, ça semblait logique. Il n'y avait aucun reste, dis-je calmement. Tu lui as donné 60 000 €. L'argent a disparu dès qu'il a touché son compte. Mon grand-père baissa les yeux, puis les releva vers moi. Ça n'arrivera plus jamais. Il se leva. Demain, dit-il, nous allons à la banque et chez le juriste. Et ensuite, je crois que ton père et moi devons avoir une conversation très sérieuse. Je ne souris pas, mais quelque chose vibra en moi. Quelque chose de longtemps étouffé se fissura, comme si je venais enfin de briser la vitre derrière laquelle on m'observait depuis des années. Je me réveillais au parfum du café brûlé et à la voix de mon grand-père au téléphone avec son avocat. Je me moque que ce soit dimanche, Rémi. Trouve les documents. Je veux qu'on vérifie chaque virement, jusqu'au dernier centime. Et prépare une lettre. Désormais, Thierry Marven n'a plus le droit de gérer mes fonds. Sa voix était froide comme l'acier. Je ne l'avais jamais entendue ainsi. Même pas quand mon père avait abîmé son utilitaire. Même pas quand ma mère avait oublié de lui donner ses médicaments. C'était autre chose. Je me tenais dans le couloir, pieds nus sur le béton glacé, écoutant dans le silence. Quelque chose remua profondément en moi, la sensation, soudain, d'être enfin vue. À midi, nous étions déjà assis dans un bureau strict, décoré de bois sombre, au centre de Lyon. Mon grand-père avait utilisé ses relations pour que nous soyons reçus sans attendre. La banquière, une femme sévère d'une 50aine d'années, cliquetait sur sa souris en observant l'écran. « Voici le virement », dit-elle en ajustant ses lunettes. « Du compte de monsieur vers le compte de Thierry Marven, son fils. Motif : aide à l'achat d'un appartement pour Ariane. » Elle tourna l'écran vers nous. La date, la somme, tout correspondait. Puis, elle cliqua encore. Mon cœur se serra. Un autre virement apparut, 5 jours plus tard. Mon père avait tout transféré sur un compte d'investissement distinct, à son nom. Aucune mention de moi, aucun commentaire. Rien. Je serrai les poings sur mes genoux. Mon grand-père fixait l'écran en silence, puis demanda d'une voix posée « Puis-je avoir une impression ?»« Bien sûr !» Lorsqu'elle sortit, il se tourna vers moi. « Il t'a trahi. Et il m'a menti. Ce ne sont pas de simples histoires de famille, Ariane. C'est du vol. » Je hochai lentement la tête. Il ajouta « Je vais régler ça. » Mais je secouai la tête. « Non, » murmurai-je. « Nous allons régler ça ensemble. » Le même jour, nous sommes allés chez mes parents. Je n'y étais pas entrée depuis des années. La maison où je décorais des petits gâteaux avec ma mère, où mon père m'apprenait à faire du vélo avant de commencer à ignorer mes appels,
où ma sœur avait organisé une fête la semaine de mon départ, jetant mes affaires sur la pelouse. Mon grand-père sonna. Mon père ouvrit, le visage mi-surpris, mi-agacé, et il se figea en nous voyant ensemble. « Nous devons parler, » dit mon grand-père d'une voix ferme. « Je suis occupé là, » marmonna mon père. « Assieds-toi. » Il n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Ma mère s'immobilisa dans l'embrasure, les sourcils froncés. Ma sœur se pencha par-dessus la rambarde du premier étage, captant l'attention comme un rapace. Nous nous retrouvâmes tous dans le salon. Mon grand-père posa une chemise épaisse sur la table basse. Mon père n'y prêta même pas attention. Alors il porta le coup. « Tu as dit qu'Ariane vivait dans l'appartement que j'avais acheté pour elle, mais l'argent n'est jamais arrivé jusque-là. Tu te l'es approprié. Tu l'as volé. Et tu as menti. À ta fille et à moi. » Mon père ricana nerveusement. « Allons, papa, tu dramatises pour... » « Elle vivait dans un sous-sol, » tonna mon grand-père. « Elle mangeait par terre. Elle enchaînait 2 boulots. Pendant que toi, tu faisais fructifier son argent dans tes placements. Je le gardais pour plus tard, pour elle. Arrête !» Ma voix le coupa net. « Arrête juste de mentir. Tu disais que j'étais paresseuse, que je me comportais comme si le monde entier me devait quelque chose, que je ne méritais pas d'aide. Et toi, tu vivais grâce à l'argent qui aurait dû me donner une chance. » La mâchoire de mon père se crispa. Mon grand-père ouvrit la chemise et fit glisser les papiers vers lui. « J'ai déjà parlé avec Rémi. S'il le faut, nous irons en justice. Mais tu rendras chaque centime. Et à la prochaine réunion de famille, tu t'expliqueras devant tout le monde. Plus de secrets. Arrête de jouer au père exemplaire. » Ma mère murmura. « Thierry, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il se tut. Un silence pesant tomba sur la pièce. Puis mon grand-père se tourna vers moi. « La semaine prochaine, tu emménages chez moi. J'ai déjà parlé avec un agent immobilier. On va te trouver un logement correct. » Je regardai mon père une dernière fois. Il était incapable de soutenir mon regard. L'homme qui m'avait un jour dit « Sans moi, tu ne t'en sortiras pas », semblait désormais minuscule, comme si la vérité l'avait écrasé sous son poids. Je ne ressentais pas de triomphe, je ressentais la liberté, et c'était bien mieux. Le dimanche suivant, nous étions de nouveau réunis dans le même restaurant, à la même table, les mêmes visages, mais tout était différent. Je ne me tenais plus au bout, coincée entre le seau à glace et une chaise de trop. Cette fois, j'étais assise à côté de mon grand-père, en tête de table. Sa main reposait sur la mienne pendant que nous attendions les autres. Quand mon père entra, il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 1 semaine. Son charme habituel s'était évaporé. Ma mère restait près de lui, tendue et silencieuse. Ma sœur, derrière ses lunettes de soleil, semblait ne pas vouloir voir ce qui allait arriver. Mon grand-père se leva, sans laisser à personne la moindre chance de faire semblant que ce n'était qu'un dimanche comme les autres. « Je serai bref », dit-il d'une voix claire et forte, et la salle se tut. « Je vous ai réunis parce que la semaine dernière, j'ai découvert qu'au mépris de mon nom, une injustice flagrante avait été commise. Il y a 3 ans, j'ai transféré de l'argent, mes économies personnelles, pour aider Ariane à commencer sa vie d'adulte. On m'a dit qu'elle les avait reçues, on m'a dit qu'elle s'épanouissait. » Il se tourna légèrement vers moi. C'était un mensonge. Le silence retomba sur la salle. Un serveur resta figé, la carafe levée. Je levai les yeux, un nœud me serrait la gorge, mes yeux brûlaient, mais je me retins. Ce n'était plus une question de larmes. Thierry a pris cet argent, il l'a investi, il l'a caché, et il a laissé sa fille souffrir dans le silence. Il l'a fait se sentir indigne, paresseuse et dépendante, tout en jouant les pères responsables. Une vague de murmures parcourut la table. Ma tante étouffa un hoquet. Ma cousine cligna plusieurs fois des yeux, visiblement en train d'assembler les morceaux. Mon père se tortilla sur sa chaise. Mon grand-père, lui, le fixait de manière implacable. « Tu nous as trahis, elle et moi, et à partir de maintenant, tu ne recevras plus un seul centime de mon héritage. Aucun actif, aucun placement, aucune structure. Tout sera réécrit. Tu es déchu de ce droit.
Il sortit lentement de la poche intérieure de sa veste une feuille pliée et la posa devant mon père. « Je veux que tu lises ça à voix haute. » Mon père fixait la lettre comme du poison. La voix de mon grand-père se durcit. « Maintenant ?» Les mains de mon père tremblaient en dépliant la feuille, et lorsqu'il commença à lire, sa voix se brisa presque à chaque phrase. « À ma famille, j'ai volé ma fille, Ariane Marven. Je me suis approprié des fonds destinés à son avenir et j'ai menti sur leur usage. Je l'ai trompé, j'ai trompé mon père et j'ai sali le nom de notre famille. J'assume l'entière responsabilité et je m'engage à rembourser la totalité de la somme dans un délai de 6 mois. Je le regrette, sincèrement. » Lorsqu'il eut terminé, le silence s'abattit. Pas d'applaudissements, pas d'exclamations, juste un long souffle collectif. Et pour la première fois depuis des années, je regardai mon père et je ne me sentis pas petite. Je sentis qu'on me voyait. Ce soir-là, sur la véranda de la maison de mon grand-père, nous étions tous deux sous les étoiles. « J'ai du mal à croire que tu n'aies jamais rien demandé, » dit-il. « Je suis fatigué de demander, » répondis-je doucement. Il hocha la tête. « Pardon, de ne pas avoir vérifié plus tôt. »« Et moi, je ne regrette pas, » dis-je après un instant, « parce que maintenant, je sais exactement qui est vraiment de mon côté. » Il sourit. « Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ce sous-sol. »« Je sais. »« Je t'ai déjà trouvé un nouvel appartement, » ajouta-t-il, « en centre-ville, parquet clair, de vraies fenêtres. » Je laissai échapper un petit rire. « On dirait un palais. »« Tu l'as mérité. » Peut-être bien, mais plus que tout, j'avais mérité le droit de ne plus seulement survivre, mais vivre. Dans le nouvel appartement, les fenêtres allaient du sol au plafond. Ce premier matin où je m'y suis réveillée, le soleil inondait la pièce comme s'il m'avait attendu toutes ces années. Je n'entendais plus une propriétaire hurler sur son chien à travers la cloison. Plus le gémissement des tuyaux près de l'oreiller. Juste le silence. La paix. Je m'assis au bord de mon nouveau lit. Un vrai lit, pas un vieux matelas pliant. Et je fixais l'horizon de la ville à travers la vitre. Je n'avais pas l'habitude de voir le ciel. Je n'avais pas l'habitude de me sentir en sécurité. Ce jour-là, je suis revenue à ce que j'avais enterré il y a longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur et retrouvé le dossier que je cachais toujours derrière les CV et les factures. Un dossier intitulé « Designs ». À l'intérieur, des croquis et des maquettes que j'avais jadis rêvé de transformer en carrière, avant que le monde ne me convainque que la stabilité comptait plus que la passion. Avant que mon père ne regarde mon portfolio et ne dise « C'est mignon, mais quand est-ce que tu vas faire quelque chose de sérieux ?» Cette fois, j'étais sérieuse. J'ai envoyé des candidatures dans des studios de design. Je me suis inscrite sur des plateformes de freelance. J'ai même mis en ligne un mini-portfolio. Je n'utilisais plus l'argent de mon grand-père pour survivre, mais pour commencer. Les semaines passèrent, puis les mois. Un jour, on m'appela. Un cabinet d'architecture de ma ville avait vu mon travail. Il lançait un projet de logement abordable et cherchait une designer capable d'imaginer le meilleur dans de tout petits espaces. Je souris. « J'y ai vécu », leur ai-je répondu. Lorsque je suis entrée pour la première fois dans leur bureau au centre-ville, je portais le même manteau beige que ma mère avait autrefois qualifié de bon marché et ridicule. La réceptionniste m'offrit un verre d'eau. Le directeur de création m'invita à m'asseoir. À la fin de l'entretien, j'avais un contrat. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une preuve. La preuve que je n'avais jamais été la ratée qu'ils imaginaient, que vivre dans un sous-sol ne m'avait jamais rendue inférieure. Quelques mois plus tard, ce fut à mon tour d'organiser un petit déjeuner de famille. Pas au restaurant, pas chez quelqu'un d'autre, chez moi, de vraies assiettes, de vrais rires, une lumière dorée traversant les fenêtres. Mon grand-père avait apporté des fleurs et les avait déposées dans un vase que j'avais acheté avec mon premier salaire. Ma cousine, qui levait autrefois les yeux au ciel quand je parlais d'art, se penchait maintenant vers moi pour me poser des questions sur mes palettes et mes moodboards. Mon père n'était pas là. Il n'avait plus reparu depuis le jour où il avait lu la lettre. L'argent avait été remboursé. Dans les délais. Mais les excuses étaient de rester sur le papier. Et cela me convenait.
parce que l'absence de certaines personnes est la plus grande des paix. Alors que je passais le plateau de brioche encore chaude, je croisai le regard de mon grand-père. Il me regardait, en souriant à peine. « Voilà, » dit-il. « C'est comme ça que je l'imaginais. » Je posai ma main sur la sienne. « Moi aussi. »